Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo, un retour sur l'actualité de la semaine dans le département. Tout de suite, les titres de ce vendredi 11 janvier. Automobilistes, soyez prudents et levez le pied, la vitesse maximale passera à 30 km/h dans tout Villepreux dès le 1er février. Dimanche, première journée nationale de l'hypersensibilité, nous ferons le point avec notre invitée, adhérente de l'association des hypersensibles et organisatrice des rencontres en Île-de-France. Lancement des soldes, top départ du Paris-Nice, idée de sortie comme chaque vendredi, coup d'œil sur l'actualité de la semaine. Mais avant, retour sur les vœux du président de l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines. Ils se sont déroulés hier soir. L'université est répertoriée dans les classements internationaux. Une excellence que le président de l'université, Alain Bouy, espère accroître avec la construction du Paris-Saclay. 2025 marquera l'achèvement global de la fusion entre l'université Évry-Val d'Essonne et l'université Versailles, 50 ans en Yvelines. Écoutez les réactions. L'université de Versailles 50 ans en Yvelines sera, comme prévu, université membre d'un établissement expérimental qui va se créer en 2020 et va préparer, donc va être complètement impliqué dans cet établissement en tant que membre associé et préparera ainsi, participera à la gouvernance de cet objet, donc sera totalement impliqué. Nos formations, notre recherche sont déjà, nous sommes déjà dans Paris-Saclay, mais nous allons préparer une fusion. L'enjeu de la réussite de la France passe par attirer des talents, c'est déjà le moteur technologique de la France, hein, c'est la première réservoir de cerveau, Paris-Saclay. C'est trois agglomérations, c'est un pôle culturel très fort à Versailles, un pôle économique très fort à Saint-Quentin, avec beaucoup, bien sûr les entreprises essentiellement qui sont là, et un pôle sur Saclay. Donc il faut bien trouver un équilibre. Automobilistes, attention, levez le pied. À partir du 1er février, la vitesse sera abaissée à 30 km/h dans tout Villepreux. Une décision prise à l'unanimité lors du conseil municipal du 18 décembre de la ville. Plus de précisions avec ce reportage. Les automobilistes devront redoubler de vigilance. Dans tout Villepreux, la limitation de vitesse passera à 30 km/h à partir du 1er février 2019. Il y avait plus de 50% des rues qui étaient déjà à 30. Donc on a décidé, pour une meilleure lisibilité, donc une meilleure sécurité, de tout passer à 30 km/h. Mais on a aussi une ville avec beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. On a beaucoup d'écoles, beaucoup d'assistantes maternelles, donc de poussettes. On a un collège, on a un lycée. Donc, étant une ville très familiale, il y avait un réel problème sécuritaire. Villepreux est déjà bien équipé. Toutefois, de nouveaux panneaux de limitation de vitesse seront installés dans la ville. On va mettre des panneaux d'entrée de ville. Ça, c'est très important d'annoncer dès qu'on rentre dans la ville pour les Villepreusiens et les non-Villepreusiens que la ville est à 30. Donc, vous voyez, ça va être sur les entrées de ville et bien évidemment rajouter quelques panneaux dans la ville, mais ça va être à la marge. Attention aux contrôles. Ils seront effectués par la police municipale après une période de prévention. On va s'adapter par rapport à l'attitude des Villepreusiens. Je ne peux pas savoir aujourd'hui si les Villepreusiens vont être très inciviques ou pas. L'objectif n'est pas de verbaliser, l'objectif c'est de faire de la prévention, de la pédagogie. Plusieurs communes des Yvelines ont déjà fait le choix d'abaisser la limitation à 30 km/h. C'est le cas depuis 3 ans à Noisy-le-Roi, la commune voisine de Villepreux. Dimanche se déroule la première journée nationale des hypersensibles. Derrière sa création, un homme, Saverio Tomasella. Il a créé une pétition adressée à Brigitte Macron en personne dans le site change.org. Saverio Tomasella est psychanalyste et écrivain. Il est lui-même hypersensible. En France, plus de 10 millions de personnes le sont. Avec moi pour en parler, Amaryllis. Vous êtes adhérente de l'association des hypersensibles et organisatrice de rencontres en Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Que signifie réellement être hypersensible ? Alors hypersensible, c'est un trait de caractère. Il ne faut pas associer ça à une maladie, en fait, ça n'a aucun rapport. Et donc en fait, les personnes hypersensibles, alors je parle surtout de mon cas, par exemple moi j'ai les 5 sens vraiment développés, c'est-à-dire que des lumières trop fortes peuvent vraiment me gêner, les odeurs je peux les sentir avant d'autres personnes, tout ce qui est bruit aussi peut être gênant. On a également beaucoup d'hypersensibles qui sont très créatifs. Donc aussi bien en chanson qu'en écriture ou en peinture. Et enfin, il y a 2 derniers points qui caractérisent parmi tant d'autres les hypersensibles, c'est l'empathie. On a une forte empathie et une forte intuition. Vous êtes membre donc de l'association des hypersensibles. Le but, créer du lien social pour les personnes concernées par l'hypersensibilité et rompre l'isolement. Quelles sont vos actions ?
Alors en fait, nous régulièrement, dans toute la France, nous proposons donc aux personnes hypersensibles de se retrouver. On crée des rencontres dans les grosses villes. Alors quand il fait beau, on va dans des parcs généralement, et quand il fait moins beau, généralement on va dans un café un peu plus calme, où on peut échanger sur l'hypersensibilité, se rendre compte qu'on n'est pas les seuls, qu'on a d'autres personnes comme nous qui sommes hypersensibles. Des rencontres qui se développent à Nancy, Lyon et Rennes. Vous organisez donc des sorties, des voyages. Quel est le climat pendant ces rencontres entre les hypersensibles ? Alors c'est vraiment un climat bienveillant avec de l'écoute, de l'empathie. Voilà, on a un dialogue, on aborde différents thèmes, hypersensibilité au couple, hypersensibilité au travail. La parole est libre et dans un cadre vraiment bienveillant. Et ces personnes qui viennent donc à vos ateliers, vos rencontres et vos voyages, ils savent déjà qu'ils sont hypersensibles ou il y a des gens qui se posent des questions et qui viennent par curiosité ? Oui, tout à fait. Récemment, cet été, il y avait une personne qui venait pour se rendre compte si réellement elle était hypersensible ou pas. Elle avait un doute et puis elle nous a un petit peu défini comment elle vivait ses émotions et on lui a fait comprendre que oui, réellement, elle était hypersensible. Donc parfois, les personnes le savent déjà, d'autres personnes ne le savent pas encore. Et si des personnes qui nous regardent se posent justement cette question, est-ce que je suis hypersensible ? Comment le savoir ? Eh bien, par exemple, la définition que j'ai donnée, si vous avez vraiment une forte empathie, une forte intuition, si vous avez vos 5 sens qui sont assez développés, un esprit créatif, il y a des fortes chances que vous soyez hypersensible. La finalité du projet de l'association des hypersensibles, l'ouverture d'une pépinière hypersensible. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet ? Oui, alors William, le président, en fait, a le projet d'ouvrir sur Belle-Île au mois de mars 2019 un centre de ressourcement où les hypersensibles pourront se retrouver sur une courte période, à peu près 6 personnes, ou des ateliers de dessin, de théâtre, des balades dans la nature. On cuisine également ensemble. Et donc, on se retrouve entre hypersensibles et c'est vraiment une bulle d'air et une petite parenthèse dans notre quotidien, en fait. Des parenthèses importantes pour vous. Et justement, à l'occasion de la première journée nationale des hypersensibles, vous serez à Paris, dans le 3e au 10 rue Saint-Claude, de 10h à 18h. Plusieurs conférences sont au programme. Première journée nationale, manifestation importante pour vous. Combien attendez-vous de personnes ? On en attend beaucoup. Je n'ai pas le chiffre, mais avec tous les médias, la presse, Saverio qui en parle beaucoup, notre page Internet et nos pages Facebook, je pense qu'on sera un certain nombre. Donc tout le monde est le bienvenu. C'est une entrée libre. Toute la journée des conférences, avec également une One Woman Show, et puis aussi le midi, un partage du repas. Donc chacun peut venir avec quelque chose, et puis dans un esprit convivial, on déjeunera ensemble. Donc c'est de 10h à 18h à Paris. Mouvement à Paris, mais aussi dans les Yvelines, l'association Cubico propose également des ateliers à l'occasion de cette journée. Les hypersensibles ont souvent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une grande créativité qu'ils pourront exprimer lors des ateliers d'écriture et de sophrocréation proposés par un écrivain, une sophrologue et une hypnothérapeute. Ça se passe dimanche dès 10h à la Maison des Arts de Morcourt. Exprimer sa créativité, c'est important quand on est hypersensible. Oui, tout à fait. Oui, il y a beaucoup d'hypersensibles créatifs et c'est important. Ça permet de mieux vivre son hypersensibilité et de développer cette qualité. Donc quand on est hypersensible, on fait plus attention aux odeurs, aux bruits. Donc là, des ateliers sont proposés. Mais quelles peuvent être les autres actions pour les hypersensibles, pour aider justement au quotidien dans cette démarche ? Alors nous, dans notre association des hypersensibles, on propose des ateliers d'improvisation théâtrale aux adhérents. Il faut adhérer à l'association. Et également des séjours pépinières pour mieux vivre sa sensibilité, parler avec d'autres personnes comme nous en fait. On a besoin de reconnaissance et de se sentir à l'aise avec des personnes qui nous comprennent. Je le rappelle, plus de 10 millions de personnes en France sont hypersensibles. La première journée nationale se passe dimanche et aura lieu chaque année le 13 janvier. Merci à Marie-Lise d'avoir été avec nous. Vous êtes adhérente de l'association des hypersensibles et organisatrice de rencontres en Île-de-France. Certains, eux, seront sensibles aux bonnes affaires. C'est parti pour 6 semaines de soldes avec des réductions allant parfois jusqu'à moins 50%. Les soldes, moment phare pour les centres commerciaux. Nous nous sommes rendus à Vélizy 2. Au centre commercial Vélizy 2, ce mercredi matin, les vitrines des magasins annoncent la couleur. Les soldes d'hiver ont commencé.
Des réductions de 50% dès la première des marques. Après les fêtes, les premiers jours de solde font partie des périodes les plus importantes pour le centre et ses 160 enseignes. Toute l'équipe est prête, que ce soit au niveau de l'accueil, des équipes de nettoyage, de maintenance. Tout le monde est mobilisé en fait pour accueillir nos clients dans les meilleures conditions. Dans les rayons, on fouille, on cherche et on fait bien attention à l'étiquette pour trouver les meilleures affaires. Là, je vois, il y a pas mal sur pantalon, il y a pas mal sur les chemises aussi. Chacun sa méthode, les plus raisonnables se fixent un budget. Je voudrais ne pas dépenser plus de 100 €, mais bon, ça dépend ce que je vais trouver. Et les plus organisés viennent avec une idée précise. Je suis venu chercher un repérage que ma femme avait fait le week-end dernier, donc je suis allé lui acheter une paire de chaussures. Les premiers jours restent les plus importants en termes d'affluence, alors il fallait être sur la ligne de départ dès ce mercredi pour être certain de trouver chaussures à son pied. Ah oui, exactement, parce que pour des chaussures, après, on ne trouve pas la bonne pointure. Rien que dans cette enseigne de prêt-à-porter, 40 000 articles sont démarqués. 6 semaines pour liquider les stocks et installer les collections printemps-été. Top départ également du Paris-Nice en cyclisme. La présentation officielle du parcours a été rendue publique ce mercredi 9 janvier à Versailles. Les cyclistes s'élanceront le 10 mars de Saint-Germain-en-Laye. Le lendemain, le peloton s'élancera des Brévières dans le sud des Yvelines. Le reportage de Mélanie Poquet et Mickaël Midoro. Un mariage qui dure depuis 10 ans, le Paris-Nice partira une nouvelle fois depuis les Yvelines. Après Chatou l'année dernière, Saint-Germain-en-Laye a été retenu comme ville départ de cette 77e édition. Les coureurs partiront le dimanche 10 mars du parc du Château pour une grande boucle de 138,5 km à travers les Yvelines en passant notamment par Thoiry, Montfort-l'Amaury ou encore Poissy. Pourquoi Saint-Germain ? Parce que Saint-Germain, c'est prestigieux, parce que Saint-Germain, c'est le château, parce que Saint-Germain, il y a des perspectives formidables aussi pour la transmission de la télé, et parce qu'on avait été super bien accueillis en 2013 lors d'un précédent départ de Paris-Nice. À Saint-Germain-en-Laye, il n'y a pas que le Paris-Saint-Germain, il y a énormément de pratiques sportives, et donc c'est important effectivement de montrer que c'est une étape qui est populaire, le vélo c'est très populaire. Le lundi 11 mars à 12h35, le peloton s'élancera des Brévières pour une étape de 163,5 km. La petite commune de 1300 habitants située dans le sud des Yvelines deviendra la 17e ville du département à accueillir l'épreuve. C'est un événement historique, à la fois pour les Brévières et pour moi personnellement. On va voir toutes les écoles voisines qui vont venir participer avec des départs en vélo, et puis toutes les communes voisines. Il y a Saint-Germain, cité royale, célèbre son château, et puis il y a de l'autre côté les Brévières, la plus petite commune de Paris-Nice 2019. On en est ravis. Les compétitions cyclistes, c'est ça. Ce sont des grandes villes, des villes moyennes et des petites communes. Les 1300 habitants des Brévières pourront notamment voir en action 23 équipes cyclistes et notamment des stars de la discipline comme le Colombien Nairo Quintana ou les Français Romain Bardet ou Arnaud Démare. Mardi était un jour attendu pour les acteurs de l'innovation technologique puisque le Consumer Electronic Show débutait. Organisé chaque année à Las Vegas, plus de 400 entreprises françaises ont fait le déplacement pour cette édition 2019. Parmi elles, Scanwall Portal, société basée à Montigny-le-Bretonneux. Pour sa 4e participation, le reportage de Nicolas Dandry. Ce n'est pas un jeu vidéo, mais une solution destinée au secteur de la santé. Son nom, Mover. Ce produit présenté au CES 2019 de Las Vegas est conçu par la start-up Scanwall Portal, basée à Montigny-le-Bretonneux. Donc, je vais utiliser cet écran tactile pour manipuler l'expérience, changer la vitesse de déplacement, ajouter des ballons, des obstacles et le forcer à effectuer certains mouvements pour éviter les obstacles ou attraper les ballons. L'objectif, c'est de forcer le patient à effectuer certains mouvements, générer un conflit sensoriel entre ce qu'il voit et ce qu'il ressent physiquement. Cette solution a été développée pour un kinésithérapeute du pôle vertige et équilibre de Montigny-le-Bretonneux. Déstabiliser le patient en faisant disparaître la route, accélérer ou reculer des manipulations pour générer un conflit sensoriel. Ouais, le but, c'est de les forcer à ne plus s'appuyer sur le visuel, mais un peu plus sur leur oreille interne ou la somesthésie, c'est-à-dire le corps dans l'espace. Créé en 2014, Scanwall Portal est spécialisé dans les solutions à usage immersive. Lors du CES 2018 à Las Vegas, la société a créé un partenariat avec CreativeWorks pour sa plateforme de jeux immersive. Aujourd'hui, CreativeWorks construit nos produits pour le marché États-Unis, Nord-Amérique, Australie, Nouvelle-Zélande. Et on a aussi un distributeur sur le Japon.
qui est un marché aussi assez spécifique, mais c'est vrai que c'est aussi des territoires où notre solution de divertissement fonctionne vraiment très bien. Nouer des partenariats pour la distribution des produits, l'objectif de la participation au CES, avec à la clé une activité dynamique. Depuis sa création, la start-up réalise entre 50 et 100% de croissance. Qui dit vendredi dit approche du week-end, nous avons sélectionné pour vous une idée de sortie, une exposition à la lanterne de Rambouillet. Elle accueille des Caplas jusqu'au 26 janvier. Le reportage de Marilène Yapichino et Patrick Jacques de Dixmuth. Le London Bridge anglais, la porte de Brandebourg allemande et même la mairie de Rambouillet. La ressemblance est frappante et impressionne les visiteurs. Ce qui est vraiment très rigolo, c'est de voir la réaction des gens quand ils passent la porte. Ils font tous la même chose, c'est-à-dire ils ont des yeux vraiment écarquillés. Et c'est vrai que c'est impressionnant pour tout le monde de voir ce qu'ils ont réussi à faire. La lanterne souhaitait une exposition ludique et interactive. Elle a été séduite par la proposition du centre Capla. L'exposition a été montée à l'aide des scolaires de la ville et s'est ouverte le 5 décembre. Un vrai succès, environ 300 visiteurs se rendent au pôle culturel chaque samedi. Je suis impressionné par la tour de Pise, pas mal. Comment elle tient, le fait qu'elle tienne sans colle aussi. En plus de la visite, les enfants peuvent s'essayer à leur propre construction avec des ateliers gratuits, animés par des membres du centre Capla. C'est bien, ils expliquent bien et des fois c'est un peu dur mais j'y arrive bien. Au vu du succès du monde en Capla, la lanterne recherche déjà une nouvelle exposition pour sa saison 2019-2020. Au moins une exposition dans le style, ça peut être un style artistique différent, mais ce que je veux dire c'est avec un objectif de participation de la population et vraiment un objectif de rassembler les différents âges en fait, et notamment les enfants et les jeunes. Vous avez jusqu'au 26 janvier pour reconnaître la Sagrada Familia de Barcelone et encore le port de Copenhague. L'actualité dans le reste de l'Île-de-France avec nos confrères de Via Grand Paris, chaîne disponible sur la TNT. Et aujourd'hui, nous parlerons du Véligo, ce vélo à assistance électrique en Île-de-France. Le but, encourager les franciliens à laisser leur voiture au garage, développer l'usage et faciliter l'utilisation du vélo en Île-de-France. C'est le nouveau défi d'Île-de-France Mobilité. Se déplacer en vélo jusqu'à la gare ou au travail et laisser sa voiture au garage. Voici le Véligo, vélo à assistance électrique de la région Île-de-France. Il circulera bientôt dans la petite et grande couronne francilienne. Pour la région, le défi est de taille. Inciter plus de 200 000 personnes à pédaler. Multiplier par 3 le nombre de cyclistes sur des trajets entre 5 et 10 km. Et l'objectif, c'est donc de polluer moins, d'avoir moins de voitures, et puis aussi de faire du sport santé, parce que le vélo, c'est bon pour le stress, c'est bon pour le physique. Pour atteindre les 2 millions de trajets en 2021, la région a imaginé le plus large service de location de vélos électriques au monde, 20 000 de roues d'ici 2020 en Île-de-France. Donc nous allons mettre en plus de ces vélos des parkings sécurisés Véligo aux portes des gares et aux portes de Paris, de façon à ce qu'on puisse laisser son vélo et ne pas le laisser traîner dans la rue toute la journée. Contrairement au Vélib, la région mise sur des abonnements longue durée, de 6 à 9 mois maximum. À l'issue de cette période, l'usager aura la possibilité d'acheter le vélo. Côté tarif, comptez 40 € par mois, la moitié pourra être remboursé par l'employeur. Début des réservations au mois de mai. Pour l'utiliser, il faudra patienter jusqu'à septembre prochain. 10 000 vélos seront mis en service. Avant de refermer notre édition, notre rendez-vous, ça s'est passé. Chaque semaine, nous ouvrons nos archives pour revenir sur l'actualité locale. Cette semaine, direction 2015, avec les marches républicaines organisées au lendemain des attentats qui ont touché la rédaction Charlie Hebdo et le magasin Hypercacher à Paris. Regardez. Une fois de plus, tous unis derrière une seule volonté. Rendre hommage aux victimes et dire non à la barbarie, avec pour unité le drapeau bleu-blanc-rouge et Je suis Charlie. Un rassemblement d'élus et de citoyens.
Alors je pense que le message bien sûr est très 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 important. C'est l'avenir de notre pays quelque part qui se joue depuis quelques heures. Et bien écoutez, c'est aussi aux représentants de la République de porter ces messages. Ce que nous avons fait d'une façon très très humble aujourd'hui à Rambouillet, mais avec aussi beaucoup de force. Oui, c'est de l'émotion, mais de l'émotion combattante. Et avec toute la force qui nous unit, on l'a vu aujourd'hui à Rambouillet, nous entrons en résistance pour que nos libertés soient sauvées. Je suis Abdelkader, j'en suis fier, mais ma République est fière aussi d'avoir Abdelkader à la tête d'une circonscription telle que celle de Rambouillet, chargée d'histoire, chargée de toute l'histoire de la France. C'est pas une réaction en particulier à Charlie Hebdo, ça aurait pu être Le Canard, ça aurait pu être n'importe quel autre journal. C'est la même chose, on tue la liberté d'expression. Charlie Hebdo était bien sûr réputé pour ses caricatures, les traits de crayon célèbres de Cabu, Charb et tant d'autres. Leur mort a éveillé chez certains rambolitains des envies de prendre le crayon. J'ai eu envie de, je sais pas, j'ai un copain dans le photoclub où je suis qui avait fait un croquis, puis je me suis dit, tiens, je me suis mis devant une feuille de papier, puis j'ai laissé faire le crayon, quoi. C'est tout, comme ça, c'était un moyen de rendre hommage, c'est un bien trop grand mot, mais j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait. Dans cette marche républicaine se côtoyaient toutes les générations, et même les citoyens de demain. Une occasion pour certains parents de partager leurs valeurs. La semaine a été très difficile, avant tout pour nous, et aussi pour eux. Ça a été un choc pour toute la famille. On leur a transmis voilà, ce qu'on a ressenti nous, et on a été touchés droit au cœur. Voilà. On a pu leur transmettre ce en quoi on croit et ce en quoi on pense. 10 000 personnes ont défilé à Rambouillet, s'ajoutant ainsi aux près de 4 millions de Français qui se sont rassemblés un peu partout dans le pays, faisant de cette journée un événement historique. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Passez un excellent week-end. Retour de l'information lundi à 18h.